Salam alaikum une deuxième fois. Alors je suis de retour pour la deuxième partie de la leçon de dérivabilité pour les élèves de première bac sciences maths, option française. Alors le deuxième axe, c'est la dérivabilité d'une fonction numérique sur un intervalle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fonction numérique? Je vais la définir à partir de la dérivabilité d'une fonction en un point. Un intervalle est formé d'une infinité de points. Alors, f est dérivable sur un intervalle ouvert, c'est les dérivables en chaque point de cet intervalle. Donc, c'est ma définition. Soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert, grand I. Alors, on dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en chaque point de I. Alors pourquoi on a pris un intervalle ouvert? Quand je dis en chaque point I, si je prends I ouvert ou semi-ouvert, il y a un point où il n'est pas défini soit sa droite, soit sa gauche par cette fonction. Alors on va le voir à côté pour un intervalle fermé ou semi-fermé. Alors f est dérivable en chaque point de I, c'est-à-dire chaque nombre x0 de I admet un nombre dérivé qui est donné par la limite du taux de variation. Selon, on peut faire ce lien, cette fonction qui à chaque nombre x0 fait correspondre f' de x0 et qu'on va appeler la fonction dérivée de f sur I. Alors, la fonction qui à chaque point, bien à chaque nombre, c'est la même chose, x0 ou bien x de I fait correspondre son nombre dérivé, ce nombre dérivé s'appelle, ce nombre c'est toujours noté de la même façon, f' de x, et alors la fonction est nommée, c'est mieux, est dite fonction dérivée de f sur I notée f'. Alors cette fonction, je vais la définir comme ça, f', elle est définie de I vers R, qui à chaque x fait correspondre ce nombre dérivé. Alors pour le cas d'un intervalle ouvert ou semi-ouvert, je vais donner comme remarque on dit que f est dérivable sur l'intervalle A, B, maintenant je l'ai fermé, si f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, il me reste A et B, il doit être dérivable en A seulement à droite, parce que la fonction, on ne sait pas s'il est défini à gauche de A ou non, et f est dérivable au point
Bien. À droite, au point A. Et la troisième chose, c'est que f est aussi dérivable à gauche au point B. Alors, quand cette définition, elle est toujours suivie de quelques questions. Étudier la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. Si ouvert, on doit étudier la dérivabilité sur tous les nombres, bien tous les éléments de i. Alors i contient une infinité d'éléments. Alors est-ce qu'on va calculer une par une? Non. Donc ce qu'on va voir après, on aurait des solutions. Si l'intervalle est fermé ou bien semi-fermé, on passe à cette remarque et à l'appliquer. Alors, comment détermine-t-on les fonctions dérivées des fonctions en général? Alors, chaque fonction est déterminée à partir, comme j'ai dit avant, des fonctions usuelles ou bien des fonctions de référence. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces fonctions? On a fait des opérations. Somme, produit, quotient, racine carrée, inverse, composition, etc. Alors, comme méthode, on va voir cette notion pour les fonctions usuelles, on va voir ce qui se passe, et après, on va voir ce qui se passe avec les opérations, c'est-à-dire si on a une somme de fonctions, quelle est la dérivée de la somme, si on a un produit de deux fonctions, quelle est la dérivée de ce produit, et comme ça, on va acquérir toutes les fonctions par cette notion de dérivabilité sur un intervalle. Alors, je vous donne un exemple. Si je reviens à ma fonction x carré, on a dit on peut dire, on n'a pas encore dit, qu'elle admet des tangentes en chaque point. Ça veut dire chaque point de R. Alors ça veut dire qu'elle est dérivable partout. On va le prouver analytiquement. On a un exemple. Alors mon exemple est très facile, mais seulement pour savoir comment on a abouti à démontrer la notion de dérivabilité des fonctions usuelles en général, ou bien pour les fonctions, pour les opérations. Vous pouvez revenir à la figure. On revient à notre courbe f qui définit la fonction x qui à x fait correspondre x carré, un parabole. On voit comment on peut dire qu'elle est partout dérivable. Alors, si on anime la tangente en n'importe quel point, on va trouver qu'il y a toujours, je ne dis pas tangente parce que si je dis tangente, c'est déjà dérivable. La droite AM que j'ai démontrée en introduction, on va trouver qu'en chaque point, toujours, il y a une droite tangente. C'est-à-dire qu'en chaque point, il y a dérivabilité de notre fonction f. À l'œil nu, je peux dire que si la fonction est lisse, bien bombée, alors elle est dérivable. Je vois que ma fonction est partout lisse. Moi, je peux dire que c'est question de finition. Dans la vie, c'est ça la notion de dérivabilité. C'est quelque chose qu'on a construit, on peut dire que c'est bien fini. S'il y a un pic quelque part, alors si je fais passer ma main et ça me pique quelque part, alors ma fonction n'est pas dérivable. C'est ce qu'on va appeler mathématiquement des points anguleux. Ça, on va voir après. Alors je viens ici pour démontrer analytiquement que cette fonction est dérivable sur tout R. f de x est égal à x carré, son domaine de définition c'est R. Alors, soit x0, un nombre réel de df. Alors, on va montrer que f est dérivable sur R. R c'est un intervalle ouvert. D'après cette définition, f doit être dérivable en tout point de i. J'ai pris un point quelconque. Alors, on a la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, comme dans le paragraphe 1 de la notion de dérivabilité en un point, elle est égale à la limite quand x tend vers x0 de x carré moins x0 au carré sur x moins x0, qui est égale aussi à la limite quand x tend vers x0, après simplification, c'est x plus x0. Sa limite est égale à 2x0, c'est une fonction de référence, polynôme. Sa limite, c'est l'image de ce nombre. Alors, ce x0, 2x0, il appartient à R, parce que x0, il appartient à R.
qui appartient à R. Donc, d'après la définition de la dérivabilité en un point, notre fonction, donc f, est dérivable en x0. Quel x0? En tout point x0, c'est-à-dire d'où f est dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, je peux prendre ici x0 parce que j'ai dit soit x0. À quoi est égal f' de x0? Je l'ai trouvé que c'est 2x0. 2x0. Alors si je change la notation, ça ne changera rien. Je fais quel que soit x, ici c'est un x, et c'est un x, et voilà ma fonction dérivée, ma fonction f', elle est définie de R vers R, qui à x fait correspondre f' de x, qui est égal à 2x. La question d'où vient le 2x directement, c'est ce qu'on va voir dans notre paragraphe de dérivabilité sur un intervalle. Alors, ce n'est qu'un exemple de fonction de référence. Je vais vous donner toutes les autres fonctions de référence, leur intervalle de dérivabilité et la fonction dérivée. Donc, je le note comme ça. Les dérivés des fonctions usuelles. Usuelles, comme vous savez, les fonctions, par exemple, je vais dresser un tableau. Ma fonction f de x, l'intervalle de dérivabilité, et ici f' de x. Ce i, c'est l'intervalle de dérivabilité de f. Ce n'est pas la peine que je l'écris. Alors, on a les monomes en général, ax puissance n, avec n entier. Sa dérivée, c'est a fois n x puissance n moins 1. Et a, c'est un nombre réel. Ah, je m'excuse, ce n'est pas ici que je dois écrire la fonction dérivée, mais c'est une fonction monome comme le x carré. On peut simplement démontrer qu'elle est dérivable sur R. Et sa fonction dérivée, c'est a x à n x puissance n moins 1. Comme exemple, le a prend la valeur 1 et le n prend la valeur 2. Je dois avoir ici 1 fois 2 fois x puissance 1, c'est 2x, c'est ce qu'on a trouvé dans l'exemple avant. Alors, la fonction inverse. Alors, comme j'ai dit, la fonction de référence aussi 1 qui à x fait correspondre à 1 sur x, elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, et aussi elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est f' de x, elle est égale à moins 1 sur x au carré. Alors, puis la fonction racine carrée, qui à x fait correspondre à racine carrée de x, elle est définie sur R+, mais elle n'est pas définie en 0 comme on a vu dans l'exemple. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, R plus étoile. Sa fonction dérivée, f' de x, elle est égale à 1 sur 2 racine de x. Puis on a les fonctions trigonométriques. Le sinus x, elle est définie et dérivable sur R. Sa fonction dérivée, c'est la fonction cosinus. Attention, le cosinus, ce n'est pas le sinus. Le cosinus aussi, elle est définie et dérivable sur R, mais sa fonction dérivée, c'est moins sinus x. Alors, c'est facile à trouver ces relations simplement en faisant la limite, quand x tend vers un certain x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Par exemple, pour le sinus, on va calculer la limite, quand x tend vers un certain x0, sinus x moins sinus x0 sur x moins x0, des petites transformations trigonométriques comme on a vu dans notre leçon, ça donnera un certain cosinus de x0. Donc on se base toujours sur la notion de limite pour cette leçon de dérivabilité. Alors comme ça, j'ai
mes fonctions usuelles. Vous allez me dire la tangente. Non, la tangente, c'est un quotient de sinus sur cosinus. Une fonction polynôme, c'est une somme de monomes. Donc, la phase suivante, pour pouvoir déterminer la dérivée de toutes les fonctions, c'est comment trouver la dérivée d'une somme de deux fonctions, ou bien d'un produit de deux fonctions. Et en général, d'une fonction comme opération de fonctions référentielles ou de fonctions usuelles. Donc, ce que je vais donner en théorème, alors un théorème qui donne la dérivabilité et les opérations. Alors, soit f et g de fonctions numériques. Alors, cette fonction numérique, ça se répète beaucoup. Est-ce qu'il y a dérivabilité pour des fonctions qui ne sont pas numériques? Il faut se poser ce genre de questions. Les élèves de sciences maths sont toujours curieux de poser les questions sur les conditions d'application des théorèmes. Et si on n'a pas cette condition, est-ce qu'il y a cette notion, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, f et g de fonctions numériques dérivables, j'ai dit dérivables sur un intervalle i. Alors maintenant, ils sont dérivables. Je ne vais pas démontrer qu'ils sont dérivables. On a, premièrement, f plus g prime. Alors cette notation, faites attention, la notation de prime, ça se fait pour les fonctions et non pas pour les nombres. On dérive la fonction, on ne dérive pas le nombre. Alors je mets ici f plus g prime, c'est-à-dire la dérivée de la fonction somme, c'est la somme des dérivées de ces deux fonctions. C'est-à-dire cette fonction, c'est la fonction qui à x fait correspondre f prime de x plus g prime de x. Deuxièmement, quel que soit alpha un nombre réel, alpha f prime, faites attention, ici c'est le produit d'un nombre par une fonction, c'est une fonction. Alors sa dérivée c'est alpha fois f prime, c'est-à-dire c'est la fonction qui à x fait correspondre alpha fois f prime de x. Troisièmement, attachez vos ceintures, f fois g prime, à quoi est égal à votre avis? Alors pas de confusion, c'est pas la même chose que la somme. C'est pas f prime fois g prime. Il faut se dire ce genre de choses. On a une règle, souvent on dit que c'est la même chose pour autre chose qui lui ressemble. Alors non, la somme c'est la même chose presque que le produit, les opérations, mais ce n'est pas la même chose que la dérivabilité. C'est f prime g plus f fois g prime. Ici c'est toujours un produit. Je le mets en cadre pour que vous vous souvenez, c'est fois g prime. f prime g plus f fois g prime. Quatrièmement, je vais faire le quotient ou bien l'inverse, c'est la même chose. f fois g prime est égal à f prime g moins f g prime sur g au carré. Mais ça doit être une condition sur g qu'elle est non nulle. Donc, il faut le dire à condition g ne s'annule pas sur quel que soit x appartenant à i, g de x est différent de 0. La cinquième, avec la même condition, 1 sur g par exemple, ce n'est qu'un cas particulier de f sur g. Le cas de f est égal à 1. La dérivée d'une fonction constante, c'est nul. Peut-être que je l'ai oublié ici. Ah non, c'est le cas n est égal à 0. Ça me donne une constante. Ça me donne ici un 0. Alors, c'est moins g' sur g au carré et avec la même condition, quel que soit x, si, quel que soit x appartenant à i, ma fonction ne s'annule plus sur i. Alors, d'autres opérations, c'est la racine carrée d'une fonction. Si f est positif, strictement, sur i, il faut bien mentionner que j'ai mis f strictement positif sur i. Ça veut dire
que quel que soit x appartenant à i, f de x est strictement positif. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le cas où f il s'annule. Alors, dans ce cas, alors, la racine de f', je parle toujours d'une fonction, est égale f' sur 2 racines de f. Vous voyez qu'on a, si f positif, c'est bon, il y a une racine. Mais si f s'annule, la racine de f s'annule, et elle est au dénominateur, c'est quelque chose interdite. Une septième fonction usuelle, soit a et b, deux nombres réels, et j, un intervalle, bien sûr de R, tel que, quel que soit x appartenant à j, ax plus b appartient à i. Et je pose, et on considère la fonction numérique h telle que, quel que soit x appartenant à j, h de x est égal f de ax plus b. C'est quoi cette fonction h? Elle est construite par la fonction qui ax va correspondre à ax plus b, c'est une fonction affine, et la fonction n, c'est ce qu'on appelle une composée. On a composé les deux fonctions. Alors, du fait que f est dérivable sur i, alors h est dérivable sur j, c'est la première conclusion, quel que soit x appartenant à j, h' de x est égal à a, f' de ax plus b. On peut la démontrer simplement, vous allez voir en deuxième année baccalauréat que c'est le cas de la composée de deux fonctions. Alors c'est toutes les opérations qu'on a à utiliser pour avoir des fonctions à étudier, soit en limite, soit en dérivabilité, soit à étudier et représenter. Notre fonction, maintenant je vais vous donner des exemples, ou bien avant, je vais démontrer seulement le cas de troisièmement que j'ai encadré. Je vais faire une démonstration pour que vous sachiez comment on aboutit à ces formules. Ce n'est pas la même chose pour le tout, donc c'est très 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 bon de refaire les démonstrations de ces opérations vous-même chez vous. Alors, troisièmement, pour démontrer qu'il y a égalité entre ces deux fonctions, et sur l'intervalle i, je prends soit x0, un élément de i. Alors, c'est quoi f fois g' de x0? Par définition, c'est une limite du taux de variation. Donc, je vais calculer la limite quand x tend vers x0 de f fois g de x moins f fois g de x0 sur x moins x0. Et je dois avoir que c'est f' de x0 fois g de x0 plus f de x0 fois g de x0. Alors, ceci est égal à la limite quand x tend vers x0. Alors, comment passer de ce taux de variation au taux de variation de f et g? Maintenant, premièrement, c'est f de x fois g de x moins f de x0 g de x0 sur x moins x0. On a le dénominateur du taux de variation, il nous faut seulement les numérateurs. On va voir comment on va les construire. Alors, j'ai f de x0, plutôt f de x. J'ai ici le f de x, il me faut moins f de x0. Donc, je vais écrire est égal à la limite quand x tend vers x0. Voilà mon x moins x0. F de x moins f de x0. Facteur de g de x0. Donc, j'ai ajouté le terme moins f de x0, g de x0. Je vais maintenant le retrancher ou bien ajouter f de x0, g de x0. Puis moins, maintenant,
Alors ici c'est le x, ça non pas le x0. Ici c'est le x. Alors moins f de x0 g de x0. Je vais effacer ce morceau pour que vous pouviez bien voir ce que j'ai écrit ici. C'est x0. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai ajouté le terme f de x0, g de x, et je l'ai retranché ici. Moins f de x0, g de x. Donc, elle est égale à la limite, quand x tend vers x0, alors c'est f de x, moins f de x0, sur x, moins x0, fois g de x, plus f de x0, c'est un facteur commun, fois g de x, moins g de x0, sur x, moins x0. Encore une fois, on a besoin d'une place. Alors, je calcule toujours la limite de mon taux de variation. Je l'ai écrit de cette façon. Alors, vous voyez ma fonction, c'est un peu à l'œil nu compliqué, mais c'est facile. J'ai ici un taux de variation de f fois l'image par g. J'ai ici une constante qui est f de x0. Le taux de variation de g, c'est-à-dire g des opérations sur des fonctions. Et j'ai besoin d'une limite. Donc, je vais voir la limite de chaque terme et j'utilise les limites et opérations. Alors, c'est bon. La limite de ce taux de variation, c'est le nombre dérivé, c'est f' de x0. Donc, ça existe. C'est bien. La limite de g de x. Alors, on a f est dérivable en x0. C'est ce qu'on a déjà dit. G, je m'excuse, c'est le g. On a g est dérivable sur i. Et puisque x0 appartient à i, alors g est dérivable en x0. C'est-à-dire que par l'introduction qu'on a fait, on peut s'approcher du point A de façon continue sur la courbe. C'est-à-dire que g de x, quand x s'approche de x0, notre g de x, qui est l'ordonnée du point M, il s'approche de g de x0. On peut le voir autrement, c'est par absurde. Si g de x ne s'approche pas de, sa limite n'est pas g de x0, alors notre limite est infinie, par absurde. Si la limite quand x tend vers x0 de g de x est différente de g de x0. Alors, ceci implique que la limite et opération de g de x moins g de x0 est non nulle, mais ça reste un nombre réel. Et ceci implique que la limite, quand x tend vers x0, de g de x moins g de x0 sur x moins x0 est égale. Numérateur, c'est un nombre non nul, dénominateur, c'est le nul, c'est l'infini. C'est-à-dire n'est pas dérivable, c'est une contradiction. Alors, automatiquement, la limite de g de x, elle est égale en x0, c'est g de x0. Alors, je vais l'utiliser. C'est la notion de continuité que vous allez voir en deuxième bac. Ce n'est pas grave de le dire maintenant, mais on ne l'utilise plus aujourd'hui. Alors, ce taux de variation, il me donne, existe, sa limite. La limite de g de x existe. La constante, sa limite existe. Ce taux de variation, sa limite, c'est g' de x0 parce que g est dérivable en x0. Donc, toutes les fonctions que j'ai ont des limites et les opérations faites, c'est possible de faire ces opérations comme somme et produit. Alors c'est f' de x0, limite de ce taux de variation, fois g de x0, plus f de x0, c'est une constante, fois g' de x0. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est f' de x0 fois g de x0 plus f de x0 fois g' de x0, d'où ma limite f fois g' est égale à f'g plus fg'. Alors, je vous laisse le soin de s'entraîner avec les autres opérations. Ça donne des muscles mathématiques hein, pour la notion de dérivabilité. Vous allez voir ça encore en deuxième année de bac et après le bac même, si vous êtes encore avec les mathématiques ou bien si vous serez encore avec les mathématiques pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a donné la notion de dérivabilité sur un intervalle, on a donné les fonctions dérivées et leur ensemble ou bien leur intervalle de dérivabilité des fonctions usuelles. On a comme la façon de
déterminer les dérivés des opérations faites à des fonctions usuelles, maintenant, n'importe quelle fonction, on peut trouver sa fonction dérivée par ces deux théorèmes. Alors, je vous donne des exercices là-dessus qui appliquent. Alors, souvent, pour les élèves de sciences maths, on demande montrer que f est dérivable et trouver la fonction dérivée. Donc, il faut s'appuyer sur le fait que c'est somme, produit, quotient, etc., c'est-à-dire des opérations sur des fonctions dérivables, et après, on calcule la fonction, ou bien on détermine la fonction dérivée. Déterminer montrer que f est dérivable sur I est déterminé f' sur I. Premièrement, f de x est égal à x carré moins 3x plus 1 et I est égal à R. Deuxièmement, f de x est égal à 3 facteurs de x cos x, et notre I c'est aussi R. Quatrièmement, f de x est égal à 1 sur x carré moins 1, notre intervalle, je prends seulement l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est ici moins l'infini moins 1. Cinquièmement, je prends f de x est égal à x carré plus 1 sur 2x carré plus x plus 1, et I, je prends l'intervalle R. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, sixième, f de x est égal à la racine de x carré plus x plus 1, et I, c'est R. Septièmement, je prends f de x est égal à cosinus 3x plus pi sur 9, et I, c'est R. Alors vous allez remarquer qu'on a beaucoup utilisé l'intervalle R parce que la plupart de nos fonctions sont dérivables sur R, mais je ne dis pas toutes les fonctions. Si je veux ajouter une autre, huitièmement, f de x est égal à 3x sur x carré plus 1 moins sinus de x sur 2 plus pi sur 5. Alors, comme ça, je vous donne une liste de fonctions à étudier leur dérivabilité sur ces ensembles. J'ai dit dérivable sur I. Oui. Alors, c'est toujours un intervalle. Et de trouver la fonction dérivée en se basant sur les limites des fonctions, les dérivées plutôt des fonctions usuelles et les opérations sur les dérivés. Alors, voilà une liste de fonctions à étudier leur ensemble de dérivabilité ou bien leur intervalle de dérivabilité comme je l'ai donné, et à déterminer la fonction dérivée. Alors on voit que le numéro 3 est absent, ce joueur, on va le remplacer par le numéro 9, c'est un avant-centre. Alors notre fonction c'est tangente x avec I, l'intervalle, moins pi demi, c'est une bonne fonction à étudier sa dérivabilité sur cet intervalle. Alors, comme ça, on a terminé cette paragraphe, ce grand 2, qui nous donne la notion de dérivabilité sur un intervalle et comment déterminer la fonction dérivée de n'importe quelle fonction en se basant sur les fonctions usuelles et les opérations et les fonctions dérivées.